Radio Courtoisie. Il est 7h15, voici le bulletin de réinformation proposé aujourd'hui par Bernard Pavolin et Mathilde Parsimpéry. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre bulletin de réinformation de ce mardi 22 février 2011. Les grands titres de l'actualité. Nouveau rebondissement dans l'affaire iSave en Islande. La Libye dans la tourmente. De nouveaux rebondissements dans l'affaire iSave en Islande, Mathilde ? Eh oui Bernard, vous rappelez-vous l'affaire iSave ? Cette banque en ligne islandaise avait fait faillite pendant la crise de 2008, faisant ainsi disparaître les épargnes des personnes y ayant placé leur argent. Ces personnes étaient islandaises bien sûr, mais aussi, et c'est là que le bas blesse, anglaises et néerlandaises. Car Londres et Amsterdam réclament maintenant le remboursement des quelques 5 milliards de dollars qu'ils avaient eux-mêmes versés à leurs concitoyens lors de la faillite d'iSave. Un premier accord avait été adopté il y a quelques mois par l'Althing, le Parlement islandais. Mais devant la pression du peuple, le président Olafur Ragnar Grímsson avait alors demandé un référendum. Les Islandais avaient refusé à 95% cet accord de remboursement. Vox Populi, Vox Dei. Ce projet devrait être enterré, non ? Que nenni, tant que tu voteras faux, tu revoteras, a décidé la démocratie moderne. Et un nouvel accord a été négocié et signé en toute discrétion le 31 décembre 2010. Présenté comme plus avantageux pour les Islandais, les médias s'offusquent que le président ait demandé dimanche un nouveau référendum demandant au peuple son avis sur la question. Car ce nouvel accord cache naturellement une arnaque. L'emprunt à un montant de 5 milliards a payé en bi-annuité modifiable à tout instant, qu'il est possible de baisser jusqu'au seul paiement des intérêts. Mais les 2 dernières années, tout le solde doit être réglé avec les intérêts qui ont explosé, car le principal, lui, n'a pas baissé. Mais avec la propension des hommes politiques à reporter les problèmes du jour aux générations futures. On se rend finalement compte que cet emprunt est fait pour qu'il ne soit jamais remboursé. Il est fait pour générer des intérêts que les Islandais paieront ad vitam aeternam, tout en conservant intacte la dette initiale. Grâce à leur président, les Islandais ont une nouvelle fois la possibilité de s'opposer à ce diktat économique. Mais ce n'est pas sûr qu'ils le feront une nouvelle fois, car les représailles économiques européennes risquent d'être réellement contraignantes pour ce peuple. On parle déjà d'embargo, de fermeture de nos ports aux Islandais. Le respect de la démocratie, oui, mais seulement si elle va dans le sens du politiquement et de l'économiquement correct. Des rivières de sang pour la Libye. Le pays est au bord de la guerre civile. Dans plusieurs villes, dont Benghazi et Al-Baïda, dans l'est du pays, de violents combats font rage, où, selon les aveux même du fils Kadhafi, Saïf al-Islam, des chars se déplacent conduits par des civils. Selon lui, ces affrontements sont provoqués afin d'instaurer une république islamiste. Ces solutions sont radicales. Je cite : « Nous allons détruire les éléments de la sédition. Soit nous nous entendons aujourd'hui sur des réformes, soit nous ne pleurerons pas 84 morts, mais des milliers. Et il y aura des rivières de sang dans toute la Libye. » À l'inverse de ses deux voisins, le régime politique libyen ne cherche pas à se présenter comme démocratique. Ici, pas d'élection de façade, Kadhafi a annulé tout parti. Les comités révolutionnaires contrôlent le système, mais ils répondent en même temps aux besoins de la société. Éducation, logement, la santé quasiment gratuite pour tous, un statut des femmes enviable comparé à ses voisins, interdiction de la polygamie et même l'accès à Internet. Le socialisme arabe a donc permis d'incontestables progrès. Très pauvre dans les années 50, la Libye est devenue le pays le plus riche de l'Afrique sous la poigne de Kadhafi. Dans le fameux livre vert de la révolution de Kadhafi, était proclamé « La solution au problème de la démocratie, l'autorité du peuple, la solution au problème économique, le socialisme ». Mais aujourd'hui, plus que jamais, cette révolution est remise en question ? Selon la chaîne de télévision Al Jazeera, les avions et des hélicoptères de l'armée de l'air libyenne auraient ouvert le feu hier, en fin de journée, sur des manifestants à Tripoli. Hier toujours, le ministre de la Justice, Mustafa Abel-Jali, a démissionné de son poste pour protester contre l'usage excessif de la force contre les manifestants. Selon une ONG, au moins 233 personnes ont été tuées durant ces 4 derniers jours. Les grandes entreprises étrangères rapatrient leurs employés et le prix du pétrole a sérieusement augmenté. L'Union européenne redoute un flux de migrants libyens, mais aussi tunisiens, vers ses côtes méridionales, ce qui pourrait mettre à rude épreuve la solidarité entre les pays. Et maintenant, les brèves de France. Manifestation des producteurs de lait au Salon de l'agriculture.
Une centaine de producteurs de lait de l'APLI, l'Organisation des producteurs de lait indépendants, a manifesté lundi au Salon de l'Agriculture. Ils dénoncent les prix pratiqués par les industriels et les coopératives à qui ils vendent leur production. Rien n'est réglé sur le dossier sensible du prix du lait, a déclaré Pascal Massol, président de cette organisation. Elle avait participé fin 2009 à la grève du lait. Et l'an dernier, elle avait organisé une marche funèbre dans les travées du Salon de l'Agriculture. Conjecturellement, ça va un peu mieux, mais structurellement, rien n'est réglé. Nous sommes toujours dans la dérégulation, a ajouté le président de l'APLI. Recouvert de sacs poubelles sur lesquels on pouvait lire « contrat, esclavage » ou encore « non au double prix », cette année, les manifestants se sont présentés devant les stands de Danone et de la coopérative Sodial au Salon de l'Agriculture. Marine Le Pen, la présidente du Front National, a accusé hier le gouvernement de cacher les chiffres de l'immigration. L'immigration en France, je cite, est volontairement accélérée dans un processus fou dont on se demande s'il n'a pas pour objectif le remplacement pur et simple de la population française. D'après ces données, un peu moins de 200 000 titres de séjour ont été accordés en France, soit 13,2% de plus qu'en 2009. La fille de Jean-Marie Le Pen a annoncé une nouvelle vague migratoire gigantesque en provenance des pays arabes. Avec un FN au pouvoir, Marine promet une baisse d'environ 95% des titres de séjour délivrés en France. L'étonnant appel d'Abdelhadif Kechiche. Ce cinéaste, notamment réalisateur du très politiquement correct L'Esquive, interrogé par les Inrocks à commenter ce que certains appellent le printemps arabe, a eu une réponse pour le moins surprenante. Il a naturellement loué les révoltes du monde arabe, mais il a également dit, je cite, « rêver d'un soulèvement de nos banlieues », car il souhaite que non seulement les dictatures, mais aussi, je cite, les démocraties corrompues tombent sous la volonté des peuples. Cela sous-entend que le peuple français légitime censé se révolter est celui des banlieues. Quid des nôtres, ou plutôt des autres de M. Abdelhadif Kechiche. Un mystère que notre démocratie corrompue, qui finance les films de ce dernier, n'a pas l'air pressée de vouloir résoudre. La CGT veut éliminer Zemmour. La CGT de France Télévisions a décidé que quelqu'un qui est condamné pour racisme n'a pas sa place sur les antennes de France Télévisions. C'est ce qu'a déclaré hier Jean-François Théaldi, secrétaire général du CNJ-CGT de France Télévisions. Les journalistes et techniciens du groupe public syndiqués demandent au président Rémi Flimine de tirer toutes les conclusions de la condamnation du journaliste pour provocation à la haine raciale. Si nous ne voulons pas qu'un racisme affiché ou même rampant continue à pouvoir s'exprimer à France Télévisions, il faut faire cesser l'impunité audiovisuelle qui semble s'être installée dans cette maison, jugent les techniciens et les journalistes syndiqués de la CGT dans un communiqué. Pour eux, cette décision de justice ne peut rester sans suite. La police de la pensée est décidément partout. Toujours la CGT, celle-ci suspend un de ses membres, candidat du Front National au cantonal. Le syndicat CGT des agents territoriaux de la mairie de Nilvange, en Moselle, a été suspendu par la centrale de Montreuil parce que son responsable était candidat du Front National aux élections cantonales de mars. Les idées du FN n'ont pas leur place à la CGT. Cet adhérent a défendu publiquement les thèses du FN sur la préférence nationale, l'immigration cause du chômage et contre la régulation des sans-papiers, a déclaré le responsable de la fédération CGT dans un communiqué. Les 26 adhérents du syndicat de Nilvange, ayant dans leur majorité refusé de désavouer leur secrétaire général, la fédération a décidé, conformément aux statuts confédéraux et fédéraux, la suspension immédiate de l'affiliation du syndicat de Nilvange, a déclaré la direction nationale. Le CGTiste et candidat frontiste, Fabien Egelman, a indiqué qu'il ne voyait pas d'incompatibilité entre ses convictions affichées et son engagement syndical. Il a ajouté qu'il était passé du nouveau parti anticapitaliste, situé à l'extrême gauche, au nouveau Front National de Marine Le Pen, avec le soutien de ses camarades de section. Et maintenant, les nouvelles du monde. Mathilde, vous nous parlez de peuple et de prédispositions naturelles. Et je reprends pour cela la revue Science Translational Medicine du 16 février. Un article est consacré aux Équatoriens. En effet, ce peuple est composé en sa quasi-totalité de personnes touchées par le syndrome de Laron, un type de nanisme. Or, cette anomalie génétique les empêche de répondre favorablement à l'hormone de croissance, ce qui les met, selon cette enquête, à l'abri de la plupart des cancers et du diabète. Ce dérangeant exemple irait-il à l'encontre des théories universalistes établissant qu'il n'y a entre les peuples aucune différence génétique ? En Égypte, l'auteur de la tuerie copte, condamné, s'est échappé.
Alors que la cour de Qena, en Haute-Égypte, vient de confirmer ce dimanche la condamnation à mort de Mohamed Al-Hussein, on apprend en même temps que lui et ses complices se sont échappés depuis le 25 janvier. À la faveur du chaos suivant les premières manifestations anti-Moubarak du 25 janvier, dit leur avocat. Or, Mohamed Ahmad Hussein, 45 ans, est jugé responsable d'avoir tiré à la mitraillère sur les Coptes devant l'église Saint-Jean de la ville de Naga le 6 janvier. Il avait fait 6 morts parmi les fidèles et tué un policier. Le Japon se dote d'un service de renseignement extérieur. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon se dote d'un service de renseignement extérieur destiné en priorité à collecter des informations sur la Chine et la Corée du Nord, selon Wikileaks. La décision de ressusciter ce service a été prise par le gouvernement Yasuko Fudaka. Il dépendra directement du Premier ministre. Peugeot sort en Chine. Et se réexporte vers l'Europe. En effet, PSA Peugeot Citroën étudie un nouveau marché. Renvoyer vers l'Europe des véhicules à bas prix, à la base fabriqués par la Chine pour la Chine. Mais attention, pas question de mélanger les marques au lion et au chevron à ce nouveau style de voiture. Une nouvelle marque de vitrine serait ainsi créée pour vendre aux Européens des voitures chinoises fabriquées en Chine sous une nouvelle marque soi-disant française. Produire toujours plus, à moindre coût, sans aucun respect de la qualité et des Français, pourrait peut-être devenir la nouvelle devise de Peugeot. Le chiffre du jour, 400 milliards de dollars. C'est le chiffre des ventes d'armes en 2009, selon l'Institut international indépendant, le CIPRI. Les États-Unis dominent largement le marché en ayant vendu bien plus de la moitié. Les ventes d'armes combinées des 100 plus importantes firmes d'armement ont augmenté de 8% en 2009 par rapport à 2008. Rappel de nos grands titres. Nouveau rebondissement dans l'affaire iSave en Islande. La Libye dans la tourmente. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et rendez-vous demain matin à 7h15 pour un nouveau bulletin de réinformation sur Radio Courtoisie bien sûr. Et d'ici là, gardons l'esprit éveillé.